Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une légende du tennis français, un homme dont le palmarès et la détermination ont inspiré des générations de joueurs. Arnaud Clément. Arnaud Clément, France. Moi, je les ai vus, en fait, Djokovic, Federer, Nadal. Vainqueur de la Coupe Davis, finaliste de l'Open d'Australie, ancien numéro 10 mondial, Arnaud Clément a marqué l'histoire du tennis par son talent, son esprit combatif et sa sportivité exemplaire. Je suis la première victoire de Novak Djokovic sur le circuit. Je me dis, il n'y a rien de particulier. Il est accrocheur, c'est bien, c'est solide, mais c'est un petit peu léger. Il a 17 ans. Vous ne pouviez pas imaginer la carrière qu'il allait avoir non plus. Dans ce podcast exclusif, nous allons plonger dans l'univers riche et fascinant d'Arnaud Clément. Nous revivrons ses plus grands moments sur les cours, mais nous découvrirons également l'homme derrière le champion, ses réflexions sur le sport, la vie et la préparation mentale. Cette notion de plaisir, elle a parfois disparu, même au cours d'une carrière, puis après elle a potentiellement été retrouvée. Ça arrive beaucoup. Pour ça aussi, je pense qu'on fait une émission sur le mental, c'est pour parler de cet accompagnement. On ne l'évoquait pas en fait. Prendre un préparateur mental, déjà il y en avait très peu qui le faisaient ou qui l'avouaient, parce que c'était un aveu de faiblesse. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tal Mental, le podcast sur la préparation mentale, débat, jeux, invités, le tout entre spécialistes. Et on a un plateau digne de ce nom. Aujourd'hui, Arnaud Clément à ma droite. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, Arnaud Clément. Donc, moi, je suis ancien joueur de tennis professionnel. J'étais également capitaine de l'équipe de France pendant 3 ans. Meilleur classement, j'ai été 10e ancien, 8e en double. Toujours passionné de tennis et consultant pour Eurosport la plupart du temps dans l'année. Léo Spisak, à ma gauche. Léo, pareil, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, c'est Léo Spisak, je suis fondateur du podcast et préparateur mental. Très heureux de faire cette émission avec vous aujourd'hui. Pour démarrer, la traditionnelle question du jour. Aujourd'hui, on va parler de cette réputation autour des joueurs français qui ont parfois pas de mental, c'est ce qu'on entend. D'accord ou pas, Arnaud, avec cette réputation ? Pas d'accord. On développe tout de suite. Ouais, on peut y aller. Non, pas d'accord, parce qu'en fait, on dit souvent ça pour une raison qui est assez simple à comprendre, c'est qu'en fait, les joueurs français, on les connaît mieux. Mais ceux qui ne percent pas, qui sont étrangers, je pense qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes dans les autres pays, dans les autres nations. Sauf que vu qu'on n'entend pas parler d'eux, on voit juste ceux qui émergent et ceux qui n'ont moins ou pas de problème de ce côté-là. Donc non, je pense que tout le monde est confronté à ces problèmes à un moment donné de tête ou de mental ou en tout cas d'attitude ou de plein de choses on va en parler sans doute, définir un petit peu plus tard. Bien sûr, Léo, là-dessus. C'est marrant, c'est Gilles Simon qui écrivait dans son livre Ce sport qui rend fou, il disait justement que les joueurs français n'avaient pas le mental et il expliquait ça pour 2 raisons. La première, il disait que les gens pensent que le mental c'est inné, qu'en fait on a déjà le mental donc on va pas forcément le travailler. Et deuxièmement, il pense que si on en parle, les gens vont dire qu'on est faible. Ah oui, mais t'as un problème de mental, donc tu es faible. Ça, c'est vraiment un problème un peu plus culturel, je pense, en France, de se dire ça. Là où je rejoins Arnaud, c'est vrai qu'on aime bien dire ça des Français. Il faut se dire aussi une chose, c'est que dans le tennis, si on regarde par exemple les 10 premiers mondiaux, c'est vraiment une élite. Il y a un nombre de personnes énormes qui souhaitent devenir numéro 1 mondial pour très peu de place. Forcément, c'est vraiment de l'élite quand on va parler par exemple des 10 premiers mondiaux. Tout le reste, c'est quand même très très bien déjà d'atteindre un top 100 par exemple quand on est un joueur professionnel. Donc je pense que tout le monde a le mental. On peut quand même l'améliorer, c'est aussi un aspect culturel. On va enchaîner avec la roue des thèmes, si on peut nous l'apporter. C'est Arnaud qui va avoir le privilège de tourner cette roue pour déterminer le premier sujet qu'on va aborder. C'est parti. Alors ça sera... Attendez, ça continue à bouger. Plaisir. Ah, le plaisir. Est-ce qu'à haut niveau, on peut prendre du plaisir avec toutes les exigences, toutes les contraintes ? Est-ce que c'est possible de prendre quand même du plaisir à haut niveau, Arnaud ? Je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est indispensable même quand vous êtes 30, 35 semaines hors de chez vous, avec des entraînements quotidiens ou bi-quotidiens, avec des choses que vous aimez faire, des choses que vous aimez un petit peu moins faire forcément. Je pense que si vous prenez jamais de plaisir, vous arrivez très rapidement à un moment de saturation qui fait que vous allez plus être performant. Donc c'est extrêmement important de trouver le plaisir. Tout le monde ne le trouve pas au même endroit, mais si vous l'avez nulle part, je pense que c'est très difficile d'avoir une carrière professionnelle dans la longueur. Ouais, c'est exact. C'est vrai que Arnaud dit que faut voir où est-ce qu'on trouve le plaisir. Je pense que le premier étape, c'est de définir qu'est-ce que le plaisir. Le plaisir, c'est différent pour chacun, c'est de la connaissance de soi. En PNL, donc en programmation neurolinguistique, on dit que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que chacun a sa carte du monde, mais c'est sa propre carte. Par exemple, si je vous dis, messieurs, pensez à un terrain de tennis. Alors, okay. Attends, c'est bon, j'y pense là. C'est bon. Qu'est-ce que tu vois, Baptiste ? Suzanne Lenglen, Roland Garros. Ok. Arnaud, qu'est-ce que tu vois ? Moi je voyais des lignes, je le voyais. Je voyais voilà. pas forcément un cours particulier, je voyais des lignes et des carrés. Ouais. Exactement. Ça montre bien que chacun a sa vision des choses. Donc quand Baptiste, tu as parlé de plaisir, peut-être que pour Arnaud, ce sera quelque chose d'autre qui sera relié au plaisir.
Donc la première étape pour définir est-ce qu'il faut prendre du plaisir, c'est de définir qu'est-ce que le plaisir pour soi. Et est-ce que le plaisir, Arnaud, c'est forcément rattaché à une victoire ? C'est vraiment le Graal ? Non, pas forcément. Ça dépend du contenu, ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses. Je prends un exemple qui m'est arrivé moi personnellement très très souvent, c'est que vous jouez un adversaire qui est sur le papier plus fort que vous mettez tous les ingrédients pour pouvoir essayer de le battre, vous réussissez pas, mais vous sortez du terrain et vous vous dites qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux aujourd'hui ? Pas grand chose, simplement faut accepter aussi à un moment donné que l'adversaire en face de soi il soit plus fort, et il y a une vraie satisfaction d'avoir mis de toute manière tous les ingrédients et de s'être donné la chance en tout cas de pouvoir remporter. Ça ne veut pas dire que la fois d'après, on ne va pas modifier certaines petites choses, parce que le plan de base, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité, mais on arrive à appliquer, quand on a le bon état d'esprit, quand on a la bonne tactique et qu'on a un adversaire plus fort, ce qui arrive assez souvent, on peut avoir beaucoup de plaisir, de la satisfaction. Il n'y a pas de regret finalement, on aura tout mis en ouais, place et puis le plaisir qu'on aura pris aussi sur le cours à jouer, c'est important. Il n'y a pas que la victoire, même si la victoire, elle est importante. À l'inverse, vous pouvez aussi, alors souvent c'est dans l'autre sens, si vous êtes plutôt favori dans ce cas-là, et vous ne mettez pas tous les ingrédients, vous avez quand même à gagner la partie, donc il y a la satisfaction, le plaisir de la victoire, mais attention, vous êtes aussi conscient à un moment donné, et si vous ne l'êtes pas, en général, ça peut être assez limitant, de ce qui s'est passé, et il faut quand même rectifier des choses, et vous pouvez avoir pris moins de plaisir, ça m'est arrivé sur une victoire, et alors que sur une défaite, j'ai pu en prendre davantage. Moi, c'est intéressant. Moi, c'est Carlos Alcaraz que je trouve très lucide sur le sujet. Dès qu'il perd un match, systématiquement, un interview, il va dire j'ai fait de mon mieux, l'adversaire a bien joué. Et il va rarement se plaindre de il peut dire mon niveau de jeu était moins bon, mais par contre, moi j'ai fait de mon mieux. Et du coup, il dit souvent qu'il prend du plaisir même dans la défaite parce que lui, il fait ce qu'il peut. Je fais un petit parallèle avec moi dans le coaching, notamment dans le tennis qui n'est pas du très haut niveau, mais c'est de la compétition. Je me tue auprès de mes jeunes à leur expliquer. Très souvent, ils sont orientés par le résultat. C'est-à-dire, à la fin du match, ils viennent me voir, je leur dis alors, moi ce que je veux, c'est savoir s'ils ont bien joué, ce qu'ils ont mis en place, etc. Ils vont me dire perdu ou gagné. Et souvent, je le vois parce qu'évidemment, s'ils gagnent, il y a un grand sourire. S'ils perdent, c'est de la déception, on regarde vers le bas, on baisse la tête, etc. Et je me tue à leur enseigner. Alors, à dire gagner ou perdre, c'est subjectif, on ne le maîtrise pas. Il y a un match, quand il y a 10 matchs qui partent, il y aura forcément 10 gagnants, 10 perdants. Donc, ça, on ne le maîtrise pas. Par contre, ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on met en place sur le terrain. Et ça, je pense que, comme tu disais, Arnaud, en mettant tous les ingrédients qu'il faut, on peut au moins nous se satisfaire de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place sur le terrain. Et ça peut justement rejoindre cette notion de plaisir. Et cette routine d'entraînement aussi, on peut y trouver du plaisir, j'imagine. Ouais, alors de plein de manières différentes. Moi, par exemple, j'ai toujours adoré, j'ai cette chance assez extraordinaire, parce que c'est pas le cas de tout le monde, j'ai toujours pris du plaisir dans l'effort, dans l'effort physique. C'est-à-dire que aller se donner, faire des entraînements difficiles, j'en avais une vraie satisfaction et j'en ressortais même de ces entraînements-là et de ces matchs-là avec un certain bien-être, de la fatigue, mais un vrai bien-être. Donc ouais, il faut... alors, on disait tout à l'heure, vous allez vous entraîner 1 fois, 2 fois par jour, 3 fois par jour parfois, quand vous avez 2 séances de tennis, 1 séance de physique. Si vous trouvez jamais de plaisir, c'est impossible de tenir et d'avoir envie de se lever le lendemain matin et de refaire la même journée. Donc voilà, il faut toujours être en recherche de certaines choses qui doivent être pas tout le temps les mêmes, travailler, se concentrer sur des choses un petit peu plus spécifiques par moment, changer le lendemain, ne pas avoir toujours les mêmes types d'entraînement, mêmes adversaires. Voilà, il y a plein de manières. C'est aussi le travail de l'entraîneur qui va être avec vous, justement, de vous amener à progresser, mais avec justement diverses méthodes, diverses techniques pour pas que ça soit toujours une répétition de la veille. On perd cette notion de plaisir, Léo. Finalement, à long terme, on peut pas durer, c'est pas possible. Il y a beaucoup de témoignages de joueurs, d'anciens joueurs, de sportifs de toutes parts, qui expliquent justement que cette notion de plaisir, elle a parfois disparu, même au cours d'une carrière, puis après elle a potentiellement été retrouvée. Ça arrive beaucoup. Pour ça aussi, je pense qu'on fait une émission sur le mental, c'est pour parler de cet accompagnement. Finalement, quand Arnaud dit justement tous ces éléments-là pour mettre en place, c'est de la préparation mentale en soi. Alors le coach peut le faire évidemment, et ça reste du travail de comment je vais rechercher mes aptitudes cognitives pour pouvoir trouver ce truc-là qui me fait que je me lève le matin et que je vais aller jouer. Donc forcément, c'est un sujet, je pense, qui est ultra important pour un sportif. On rappelle qu'un sportif, c'est souvent une carrière qui est sur une assez longue durée. Comment pendant 15 ans, pendant 20 ans, je peux rester justement avec cette notion de plaisir et motivé. C'est vrai qu'une carrière aujourd'hui, ça dure 15 ans, 20 ans, mais les carrières se sont allongées. Avant, moi, quand j'ai commencé ma carrière, on disait qu'une carrière, c'est 10 ans à peu près. Et maintenant, on n'est plus sur 15 ans, 20 ans, on le constate. Et... les corps se régénèrent plus vite, il y a beaucoup plus d'accompagnement. On a progressé dans tellement de domaines que voilà, on a cette envie reste aussi plus longtemps. Bien sûr, on a progressé dans la préparation physique, dans la gestion des blessures, l'après-blessure, mais aussi, je pense que ce plaisir, on arrive justement, alors avec plein d'éléments, tu vois, à le garder plus longtemps, et les joueurs ont envie justement aussi et dans différents sports, pas simplement sur le tennis, de continuer leur carrière le plus longtemps possible, et ça ne peut pas être qu'une question financière, je ne crois pas. C'est difficile ça, à la fin de sa carrière, de faire perdurer ce plaisir-là, Arnaud ? Ouais, l'après-carrière, alors moi j'ai cette chance, donc je te disais, c'est que moi j'adore
d'effort physique. Je continue vraiment et j'en ai besoin. Si j'avais pas été avec vous ce matin, par exemple, je serais allé faire un petit peu de sport, aller courir, aller faire un tour de vélo, faire un petit tennis. Une fois par semaine, ça va. Mais sinon, voilà, moi, j'en ai toujours besoin. En fait, mon corps en a besoin, ma tête en a besoin. Donc, toujours beaucoup de plaisir à jouer au tennis, à taper dans une balle. Et est-ce qu'il y avait de l'appréhension? Est-ce que le plaisir, il a été diminué sur justement la fin de ta carrière? Se dire, qu'est-ce que je vais faire après? Cette appréhension-là, est-ce qu'elle existait? Non, alors moi j'ai eu cette chance aussi, c'est que j'ai un peu déjà choisi le moment où j'ai arrêté. J'en ai pris, à la fois j'ai pris beaucoup de plaisir sur ma fin de carrière, mais un peu moins dans le sens où j'avais commencé à avoir des petites douleurs, je pouvais justement moins m'entraîner, j'étais un petit peu moins performant. Donc ce côté-là était un peu plus difficile et surtout j'en avais, au bout de 15 ans, moi j'avais vraiment assez d'être toujours dans mes valises. J'ai l'impression que je faisais ma valise, je défaisais ma valise et ça c'était un petit peu difficile. Sur la fin de carrière on gagne un petit peu moins, donc vous restez un peu moins longtemps sur les tournois, vous êtes encore plus souvent, vous arrivez, vous défaites votre valise, vous la refaites un petit peu plus vite encore. Mais donc il y avait cette notion là que j'avais un petit peu perdu, ça manque pas par contre, voilà, voyager 30-35 semaines dans l'année, mais j'ai eu cette chance de pouvoir en tout cas programmer, de faire un dernier Roland qui s'est plutôt bien passé, c'était un deuxième tour, c'était sympa, faire le double avec Michael Audra à Wimbledon et enchaîner surtout aussi sur l'opportunité de prendre le capitaine de l'équipe de France. Donc, c'était vraiment tout de suite aussi en fin de carrière un projet qui était super excitant. Tu disais tout à l'heure que parfois quand tu perds rapidement dans un tournoi, tu prends tes valises, tu les ressors, etc. Je me rappelle du reportage sur Netflix Breakpoint sur le tennis, où en fait il montre qu'il y a des grosses préparations, par exemple pour un grand chelem comme l'Open d'Australie. Donc les joueurs se préparent à fond, physiquement, tennistiquement, parfois même mentalement. Ils arrivent sur le tournoi et donc ils s'installent, ils perdent au premier tour. Et ils doivent reprendre leur bagage et repartir dans leur pays, rechangement de décalage horaire, etc., prendre l'avion. Comment on le gère ça mentalement quand on est joueur de tennis ? C'est commun à tous les joueurs de tennis, les grands chelems, quoi. Et ça a une place particulière dans le calendrier et on fait tout pour arriver au début d'un grand chelem avec la meilleure préparation possible. On n'y arrive pas forcément tout le temps, mais en tout cas, dans le programme, je pense que c'est le cas pour 99% des joueurs. Donc ça arrive, le premier tour, et la déception, le résultat qui n'arrive pas tout de suite, mais en fait, on sait aussi, on connaît les règles, quoi. On est tous dans le même cas. Le gars que vous allez jouer en face, lui aussi, il a essayé de se préparer au mieux, et puis sur le court, il a essayé de vous battre, donc c'est pas facile. Un petit peu la même chose, je dirais, que sur un match. On vous dit, moi j'ai essayé de mettre tous les ingrédients, est-ce que j'ai tout fait pour arriver au premier jour de ce grand chelem, justement dans les meilleures conditions? Moi, ma satisfaction, et je le savais, et c'était les 4 tournois qui étaient très particuliers, c'était mon but. Mon but, c'était la veille du grand chelem, est-ce que j'ai réussi à bien me préparer? Après, voilà, je voyais des choses un petit peu différemment, l'adversaire, le match, le contenu, et j'avais besoin, moi, de ça pour être complètement rassuré, décontracté. Si je pouvais arriver à la veille d'un grand chelem et de me dire là j'ai pas tout fait et c'est bien, quoi tout faire concrètement alors moi j'avais besoin un petit gabarit physiquement de me sentir très fort, d'accord, c'était ma priorité numéro 1. Et après, c'est tout ce qui est réglage, technique. On fait attention, bien sûr, à plein de petits détails, justement, encore un petit peu plus quand on se rapproche, justement, du Grand Chelem. Mais voilà, moi, la priorité numéro 1, c'est de me dire je peux tenir 4 heures, 5 heures sur le court et je peux répéter ce type d'effort pendant 6, 5, 6 matchs. Voilà, même si 5, 6 matchs, j'en ai fait pas souvent en Grand Chelem, mais c'était mon but. Après, l'objectif, quand j'étais au top de ma carrière, c'est d'aller en deuxième semaine. Mais voilà, ça, encore une fois, on maîtrise pas le tableau. La première partie de ma carrière, il y avait que 16 têtes de série aussi sur les grands chelems, donc c'est pas les mêmes confrontations forcément que les 32 aujourd'hui qui ont une certaine protection sur les 2 premiers tours. Il y a un peu moins de gros chocs en début de grand chelem, donc c'était un petit peu plus ouvert à l'époque. Donc voilà, on n'avait pas cette maîtrise-là, donc moi c'était le côté que je voulais maîtriser absolument. Si ça n'était pas le cas, j'arrivais pas dans des bonnes dispositions, j'arrivais pas forcément en confiance. Et c'était complètement différent des autres tournois. C'est que les autres tournois, je savais que je pouvais être prêt physiquement, mais on n'était pas sur le même format. Donc j'ai l'impression que ce qui était plus important, c'est mes sensations, le réglage de mes coups. Il fallait que tout soit parfait. Le grand chelem, c'était pas pareil. Je pouvais arriver sur un grand chelem, me dire mon coup droit il marche pas très bien, ou mon revers, non, mon revers ça allait en général, ou mon service c'est autre chose, mais il fallait que physiquement je sois prêt. Parce que je savais que sur cette longueur, sur ce format-là, on trouve des solutions pendant un match, même si le match commence pas bien. Sur un match, par contre en 2-7, c'est plus difficile, ça va beaucoup plus vite. Et est-ce que c'est sur ces grands événements-là, les grands chelems, que tu prenais le plus de plaisir ou pas forcément finalement? Il y avait tellement d'attentes, est-ce que tu arrivais quand même à kiffer ton moment?
c'est là où il y a le plus de pression, c'est là où j'étais le plus nerveux, c'est là où vraiment j'étais le plus difficile à vivre aussi pour mes entraîneurs. Mais surtout là, c'est la semaine, les 15 jours qui précèdent le début du tournoi. Après, je pense que ça allait à partir du moment où je me sentais bien. Mais j'ai toujours pris énormément de plaisir. Ouais. Ces tournois-là, je pense que c'est là où mes qualités aussi pouvaient, justement physique, d'endurance, de vitesse, pouvaient s'exprimer le mieux. Donc voilà, j'arrivais souvent à trouver des solutions contre certains joueurs, contre qui c'était plus compliqué sur des matchs en 2-7. Léo, pour les athlètes, j'imagine que c'est pas évident de réussir à prendre du plaisir alors qu'il y a toute cette pression, toute cette attente. Ce qui est hyper intéressant dans ce que dit Arnaud, c'est qu'il parle beaucoup de connaissance de soi. C'est-à-dire qu'il dit mon but c'est d'être prêt à jouer à la compétition. Quand moi je travaille avec des sportifs, ils vont dire mon but c'est de gagner le match ou c'est d'arriver en finale. Toi tu l'as bien dit, d'abord ton but premier c'est d'être prêt. Ton objectif ça va être d'aller en deuxième semaine. Et ça c'est hyper important, c'est de la connaissance de soi. C'est de savoir ce dont je suis capable et ce que je peux maîtriser et mettre en place. Ce que Arnaud peut maîtriser c'est d'être prêt le jour de la compétition. Donc comme il a dit avec tous ces ingrédients qu'il met en place. Ce qu'il ne maîtrise pas ça va être le résultat. Par contre si lui il est prêt, mentalement il sera bien et donc il pourra prendre plus de plaisir sur le terrain. Salut tout le monde, c'est Léo Spisac, fondateur du podcast Tal Mental. Petit message pour vous dire que si vous appréciez nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager au plus grand monde. L'idée c'est qu'on puisse vraiment développer la partie mentale, donc toucher un maximum de monde. Pour le référencement c'est hyper important pour nous, on pourra avoir des sportifs monstrueux et partager tout ça ensemble, donc n'hésitez pas à faire tout ça, ça serait vraiment trop cool. Allez, à bientôt. Parfait, on va passer au face à toi-même. Arnaud, je vais te montrer une petite séquence sur l'écran juste ici, ça risque de te rappeler quelques souvenirs. Arnaud, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte ? Est-ce que tu te rappelles déjà de ce match, j'imagine ? Là, on parlait beaucoup de plaisir. Là, il n'y a pas eu beaucoup de plaisir là-dessus. Mais très bien sûr. C'était à l'époque, ça a été pendant quelques années le match le plus long de l'histoire du tennis. C'était pas le meilleur match de l'histoire du tennis, loin de là, mais par contre c'était le plus long avant qu'il soit pulvérisé par les plus de 11 heures de Nico Mahut et de John Isner. Donc c'était contre Fabrice Santoro. Donc là on voit la balle de match pour Fabrice. On va la voir malheureusement. J'ai eu des balles de match un petit peu plus tôt aussi dans la partie. Et c'est un contexte c'était très tendu. Il y avait un peu de tension à l'époque. Fabrice et moi on est très copains maintenant, mais puis avant aussi. Mais bon, il y avait un petit quelque chose à l'époque. Et puis on avait tous les deux des tennis un petit peu particuliers, très basés justement sur notre physique, même si on parle beaucoup de l'aspect tactique de Fabrice bien sûr, et de son toucher de balle, il était aussi capable de tenir la distance sur des matchs très longs. Et c'était vraiment ce match, comme je le dis, c'était pas un niveau tennistique très élevé parce qu'on était tous les deux dans la neutralisation, mais aucun ne voulait lâcher. On était au coude à coude pendant plus de 6h30, ça s'est joué à rien, donc balle de match pour moi, et puis ça se finit à 16-14 au 5e set. Pour dire, ce qui était limite un petit peu amusant, c'est qu'on est interrompu, parce que le match se joue sur 2 jours à 5 partout au 5e set, et on revient le lendemain, on se dit, là il faut être chaud, parce que là ça va se jouer très vite, et puis au final on a encore joué 2 heures, donc le lendemain, donc on se préparait des boissons d'effort qu'on n'avait pas forcément prévu, on avait pris une petite bouteille, et puis on a fait beaucoup plus que ça. Mais ouais, je pense que ça t'a handicapé ces interruptions, tu penses ? C'est non, ça n'a pas une excuse, ça n'a pas avantagé. Moi, c'était juste après. Faut gérer, c'est juste après les balles de match. Ouais. Donc ouais, c'était pas. On se couche, on est fatigué et puis on y repense forcément. Mais bon, on essaye de se projeter tout de suite sur le lendemain, mais c'est un exercice qui est pas forcément facile à faire. On va regarder. Petit aparté, tu parles de combat physique, c'est aussi beaucoup un combat mental, on dirait par rapport à, comme tu dis. C'est combat mental parce qu'on était capables tous deux de tenir le physique. Sinon, il y aura un des 2 joueurs qui aurait pris le dessus. Donc c'est devenu très, et ça l'était quasiment dès le début, très très mental. Ouais. Allez, on regarde. Allez, c'est parti. Tu nous disais un peu plus tôt dans l'émission, Arnaud, que t'aimais ces matchs à rallonge. On imagine que quand on perd, on aime un peu moins. Là, qu'est-ce que tu ressentais quand, tout simplement, tu te fais passer par Fabrice ? J'aimais pas forcément les matchs à rallonge, mais j'avais besoin de sentir que j'étais capable de les tenir et j'ai emmené parfois mon adversaire dans des matchs longs. C'était la solution que j'avais pour pouvoir gagner. Mais si je pouvais gagner en 3-7, je préférais. Je préférais vraiment, je vous assure. Mais non, je sais pas exactement ce qui s'était. Bien évidemment, beaucoup de déceptions. J'étais un peu en colère. Surtout aussi quand on a des balles de match, ça va être encore plus frustrant. Ouais, en colère contre moi. Et puis.
On peut avoir beaucoup d'émotions différentes au moment d'une balle de match, quand le match se termine, et puis voir les choses complètement différemment, simplement 10 minutes, 15 minutes après, on est encore dans son match. Le moment où ça se termine, c'est pas forcément l'analyse qu'on va en faire par la suite. On avait tous les deux de toute manière donné le meilleur de nous-mêmes. On était dans un contexte qui est très particulier. C'est le premier tour de Roland entre deux Français qui sont plutôt appréciés du public sur le cours Suzanne Lenglen. Donc, c'est pas le meilleur moyen aussi pour nous de pouvoir s'exprimer sur le terrain, de pouvoir se libérer, de pouvoir partager aussi avec le public. On a eu cette chance. J'ai eu cette chance aussi à Roland-Garros, et pas moi simplement, mais les Français en général, qui nous donnent énormément d'énergie. Donc ouais, c'est beaucoup de frustration. Tu as parlé de toutes les émotions qui te traversaient. Est-ce que toi, à l'époque, tu étais accompagné mentalement ? Non, je t'ai pas accompagné. Alors, tout à l'heure, tu as dit, parler du mental, à un moment donné, pour certains, c'est reconnaître une certaine faiblesse. Et moi, je suis une période où on était complètement là-dedans. Je me suis rendu compte après. On ne l'évoquait pas, en fait. Prendre un préparateur mental, déjà, il y en avait très peu qui le faisaient ou qui l'avouaient, parce que c'était un aveu de faiblesse. Donc, moi, j'ai vu une expérience, à un moment donné, à la fédération, quelqu'un travaillait, et puis ça s'était pas forcément très bien passé. C'était un face-à-face, comme ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me dis, c'est bien que tu le rencontres, tu allais discuter. Et puis, voilà, j'ai l'impression d'être, même si j'ai jamais été chez le psy, personne ne parle. J'attendais, et puis je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, à un moment donné, je voyais que personne attendait simplement que je parle, et lui ne disait absolument rien. Et donc, je me suis senti obligé de dire, alors ouais, parce que dans les moments importants, dans les matchs, je me tends, ça peut arriver à n'importe qui pour dire n'importe quoi. Ouais, très mauvaise expérience, très mauvaise. C'était pas la manière dont il fallait m'aborder moi, en tout cas, sur quelque chose, un sujet qui m'était complètement inconnu. Et puis du coup, j'ai jamais renouvelé l'expérience. Moi, je sais que ce que je faisais, par contre, qui m'a aidé, même si c'est une petite partie, moi, je choisissais toujours mes entraîneurs parce que j'avais une vraie affinité, parce que je les connaissais, que je sentais que j'étais en confiance et que je pouvais absolument tout livrer avec eux. Donc, une vie de joueur de tennis, c'est pas simplement les matchs, les frustrations d'un match. C'est très large, on est loin de sa famille, on voyage beaucoup. C'est une vie qui était extraordinaire, mais il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et moi, pouvoir déjà verbaliser les choses avec les personnes qui m'étaient proches, et notamment avec mon entraîneur, c'était très important. Et je pense que je faisais une partie, en tout cas, du chemin, justement, avec ça, même si, voilà, ça reste encore une fois une partie assez limitée, mais c'est quelque chose dont j'avais besoin et que je faisais de manière assez naturelle. C'est hyper intéressant. Arnaud parle d'affinité qu'il a besoin de ressentir avec son entraîneur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses dans la préparation mentale. Parfois, il y a des sportifs avec qui ça ne matche pas. Et quand ça ne matche pas, c'est pas grave, on peut juste déléguer ou proposer un autre accompagnement. Parfois, on arrive, je pense que tu as déjà eu des entraîneurs, ou parfois tu arrives et tu sens qu'il n'y a pas le feeling et on n'a pas forcément envie de se livrer. Et c'est normal, c'est humain. Pour moi, la préparation mentale, c'est vraiment un accompagnement. Quand je travaille avec des sportifs, je leur dis, mon but, c'est d'être comme ton meilleur pote. Tu veux quelque chose, je vais t'accompagner. On fixe nos limites, tu me dis où est-ce que tu veux aller et moi, je vais tout faire pour y aller avec toi. Mais on se met d'accord avant. Les limites, concrètement, ça peut être quoi, Léo ? Les limites, ça peut déjà, où est-ce qu'on met la frontière du je suis dans le perso, je suis dans la vie sportive. À quel moment, moi, je reste dans mon rôle de préparateur mental. Il y a beaucoup aussi de préparateurs mentaux qui sont très engagés, parfois même trop engagés. Il y a eu pas mal d'erreurs par rapport à ça qui ont été faites, qui sont trop engagés avec le sportif et du coup, ça crée un besoin. L'idée, c'est que le sportif puisse être autonome et puisse avoir des outils qu'il peut utiliser sur le terrain. C'est au cas par cas, ça ? C'est au cas par cas. Par rapport à ce que tu dis, Arnaud, c'est vrai qu'il y a pas mal de sportifs qui ont déjà témoigné qu'ils ont eu une expérience en préparation mentale et elle était pas ouf. Et du coup, ils ont plus forcément eu envie de d'y repasser parce que ça fait penser au psy, etc. Faut savoir que la santé mentale, la préparation mentale, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de formations qui sont proposées pour former des personnes. L'image de la préparation mentale a été un petit peu faussée parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément formées, qui ont voulu faire de la préparation mentale et qui ont fait des dégâts. Parce qu'on rappelle que la préparation mentale, on touche au cerveau. Et donc, si on touche au cerveau et aux habiletés cognitives, on peut faire des dégâts. Maintenant, ça a beaucoup évolué. T'es formé, toi, Léo, rassure-moi. Je suis formé. J'ai le droit de m'exprimer sur le sujet. Je voulais revenir sur un dernier point, mais je disais aussi que c'est vrai qu'avant, c'était pas vraiment pris en compte la préparation mentale. Et un bon exemple pour moi, c'est Djokovic. Quand il a commencé à faire plein de choses, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou. Qu'est-ce qu'il fait à fermer les yeux ? Pourquoi il se met comme ça au changement de côté, etc. Et j'ai l'impression que le temps lui donne raison. Parce que, en termes de longévité, de mental, c'est très très fort. D'ailleurs, là, j'ai une petite carte que je peux vous proposer. Dégaine la carte. Je travaille avec ça, c'est avec mes sportifs, sur les petites cartes de joueurs. Donc là, c'est sur le discours interne. Le discours interne, c'est le langage qu'on va se dire systématiquement à nous-mêmes. Et Djokovic fait une déclaration là-dessus, il dit « Avant, je me figeais dès que je faisais une erreur. Aujourd'hui, lorsque je rate un service ou un revers, j'ai toujours ces moments de doute, mais je sais comment les gérer. Je reconnais les pensées négatives et je les laisse passer.
en me concentrant sur le moment présent. Le moment présent, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup dans le tennis, de jouer point par point, comme si chaque point était un nouveau point. C'est facile à dire, plus compliqué à mettre en place, mais on voit qu'un joueur comme Djokovic qui bosse beaucoup sur le mental, aujourd'hui, le temps lui donne raison. Arnaud, t'aurais aimé être accompagné toi à l'époque ou t'as pas forcément de regrets là-dessus? Ah, déjà, je suis obligé de réagir sur cette petite affichette parce qu'il est marqué Bah, bien ex sûr. numéro 1 mondial. Quoi. Il l'a fait à l'époque. Non, Ça, c'était quand ça avait changé, c'était quand Alcaraz était. Et alors, je peux pas dire que ça soit un regret. Parce que voilà, ma carrière s'est déroulée et puis avec les éléments que j'avais moi justement à m'apporter, je pense que j'ai réussi à prendre à peu près tout ce que je pouvais prendre. Et ça, c'était pas un élément qui était à ma portée. Mais quand je prends du recul, alors je sais pas si ça m'aurait aidé à être plus fort. Je pense que ça m'aurait en tout cas pu m'aider avec la bonne personne, le bon discours, le bon travail, à peut-être rester plus longtemps à mon meilleur niveau. Moi, j'ai fait un petit peu, je suis monté, je suis redescendu. Donc, j'ai été 10e et j'ai plus été entre la 20e et la 50e place que 10e. Je pense que ça m'aurait vraiment aidé parce Qu'est-ce que... qui t'a manqué à cette période-là? Non, mais c'est que je suis monté, il y a eu des très gros résultats. La finale d'Open d'Australie, j'avais un niveau de jeu qui était très élevé à ce moment-là pendant 6 mois, 8 mois. Avec un enchaînement de gros résultats. Il y a eu Cara à l'US Open juste avant, ma première victoire en tournoi, et puis l'Australie en début d'année. Il y a eu beaucoup de choses à ce moment-là. Plus de médiatisation, plus de pression pour moi. Je suis devenu à ce moment-là peut-être beaucoup trop exigeant. Alors attention, beaucoup trop exigeant, ça veut dire qu'il ne faut pas l'être moins, mais à partir du moment, ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où on a l'impression qu'on fait les choses bien, avoir la lucidité, le recul, mais quasiment immédiat. Là, on n'a pas 15 jours devant nous pour dire ok, ça n'a pas marché, mais c'était bien, on met les choses en place, on continue à travailler. Et moi, j'étais dans une forme en exagérant, un tourbillon. Où les choses s'enchaînaient et je manquais par moments de temps pour me poser, regarder, et j'en attendais simplement un petit peu trop de moi et je me suis, je pense, un petit peu brûlé, fatigué mentalement à cette période-là, et c'est vrai que j'ai eu des creux, des remontées, des creux, et je me demandais beaucoup à mon entourage aussi, et c'était fatigant pour moi, je pense vraiment, et fatigant pour tout le monde aussi par moment. Donc peut-être que ça m'aurait aidé à être plus stable pendant ce moment-là, pendant cette période de ma carrière. Je pense que tu es très lucide sur ta situation. Il n'est pas nécessaire d'avoir un préparateur mental. L'idée, c'est pas de dire il faut que tout le monde ait un préparateur mental. Toi, tu n'as pas forcément eu cet accompagnement-là, mais tu as quand même travaillé ton mental. Tu l'as travaillé parce que tu as fait un point sur tes connaissances, de tes capacités. Ok, moi, c'est le physique, je vais me donner là-dessus. Tout à l'heure, on l'a dit que si physiquement tu étais bien, tu allais prendre du plaisir et que donc mentalement, tu serais bien aussi. Et il faut se dire aussi que c'est pas forcément nécessaire. Par exemple, imaginons un Rafa, s'il n'a pas préparateur physique, je pense qu'il irait quand même courir tous les matins, il irait s'entraîner tout le temps. Donc c'est pas une obligation. C'est mieux, ça peut être un accompagnement, comme tu dis. Tu as fait des choses bien, tu aurais pu être accompagné pour avoir encore mieux sur certains aspects, mais tu as déjà bossé, je pense, pas mal sur ton mental tout seul finalement. Alors oui, ça peut être dur, mais tu as quand même, comme tu dis, sollicité ton entourage pour avoir leur avis et poser beaucoup de questions. Donc ça, c'est quand même très cool. C'est plus... Donc moi j'étais vraiment... Alors aujourd'hui on voit les joueurs bien classés avec des staffs qui sont très étoffés. Moi j'étais en binôme, vraiment. Binôme entraîneur-joueur simplement. Et on partage énormément de choses, on partage les moments difficiles, les moments de pression. Et simplement quand je dis voir quelqu'un, c'est simplement quelqu'un un tout petit peu extérieur. Voilà. Où c'est difficile parce que quand je disais que je suis très exigeant, il y avait des moments de tension avec son entraîneur. C'est difficile d'évoquer justement cette tension qu'on peut vivre ensemble. T'as gardé le même entraîneur toi tout au long de ta Non, carrière? moi j'ai changé quelques reprises, mais j'avais ce point particulier, c'est que moi j'avais besoin d'être un proche, un ami, vraiment un confident, un entraîneur de qualité. Et ça, quand les moments sont un petit peu plus difficiles, c'est pas facile, je pense, de le faire avec son binôme. Et simplement, une personne extérieure, je pense, aurait pu aider. Carrément. Baptiste, alors tu me disais où est-ce qu'on se situe en tant que préparateur mental avec la proximité par rapport au joueur. C'est ça, c'est la demande du joueur. Ok, moi je suis joueur de tennis, j'ai mon coach, je suis très proche de lui. Par contre, comme dit Arnaud, peut-être que le joueur a besoin d'un apport extérieur sur lequel il peut se confier, même sur sa relation avec le coach. Et c'est là tout le travail du préparateur mental doit être fait, c'est de définir les besoins du joueur et de s'adapter. Chaque joueur est différent et chaque joueur a des besoins différents. Et c'est notre rôle en tant que préparateur mental de répondre à ces besoins le mieux possible pour trouver le bon rapport qu'on va avoir avec notre joueur. Et je me posais la question, pourquoi Arnaud, t'as senti en tout cas ce besoin d'être accompagné mentalement, t'aurais bien aimé à ton prime, pourquoi pas quand finalement à la fin de ta carrière t'étais moins bien classé,
tu n'as pas ressenti ce besoin-là ou quand tu étais dans le dur? C'est vraiment quand tu étais à ton meilleur niveau que tu en as eu? Je n'ai pas ressenti le besoin. Oui. C'est quand je prends du recul sur ma carrière que je me dis que ça aurait pu m'aider à Et pourquoi à ce moment-là? Parce que je connais pas. Ouais. Parce que je sais pas, je sais pas ce que c'est. On n'en parle pas encore. Donc je pense qu'on était, j'espère qu'on ne l'est plus, un petit peu en retard sur le sujet en France, alors que je pense que c'était déjà bien développé, bien en place dans d'autres sports et peut-être dans d'autres pays. Le parallèle, on peut le faire. Il y a beaucoup de points communs avec le golf, mais le golf, les joueurs, quasiment tous, ils ont un entraîneur et un préparateur mental, quasiment tous. Mais et ça depuis très très longtemps, quoi. Et nous, non, c'était pas le cas. Alors que je trouve dans l'approche, encore une fois, d'une compétition, dans le cœur de la compétition, il y a des coups, il faut pas rater, il y a des points importants, il y a beaucoup de points communs, je trouve, entre ces deux sports. Ah, carrément. Arnaud, tout à l'heure, il parlait aussi de la relation entre le joueur et l'entraîneur. Une relation qui peut être soit juste du coaching, mais aussi plus sur de l'accompagnement. Il y a même des coachs qui utilisent la préparation mentale dans leur enseignement. Je pense à Patrick Mouratoglou qui expliquait ça avec Serena Williams, comment il l'a managé et coaché en même temps, comment il est devenu son confident, justement. On a un extrait de Mouratoglou, peut-être qu'on pourrait le regarder. Bien connaître son identité de jeu. C'est quoi mon style de jeu? Et il faut toujours jouer son style de jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux entraînements, c'est très important de travailler ses points forts plus que ses points faibles. Je dis pas qu'il faut pas travailler ses points faibles, mais il faut se concentrer sur ce qu'on fait de mieux. Parce que c'est avec ce qu'on fait de mieux qu'on va devenir le plus fort. Donc tous les jours, travailler ce qu'on fait de mieux. Et quand on est en match, toujours utiliser ses qualités et respecter son identité de jeu. Si je suis un attaquant, je dois jouer un jeu d'attaque, quoi qu'il arrive, même quand j'ai peur, même quand mon adversaire remet beaucoup de balles, même quand je pense qu'il va me donner le match parce qu'il rate beaucoup, il faut continuer à attaquer parce que à chaque jour, lorsqu'on compétition, on joue son jeu, on progresse dans son style de jeu et on devient meilleur. On a entendu Patrick Mouratoglou, ex-coach de Serena Williams, Stefanos Tsitsipas, qui est actuellement coach d'Holger Rune. Arnaud, sur ce que nous raconte Patrick, là, qu'est-ce que tu peux nous dire? D'accord, il faut travailler vraiment ses points forts. La première chose, je trouve déjà, c'est quand il dit qu'il faut définir son style de jeu. Et à certains moments, dans sa carrière, on peut oublier certaines choses. Et c'est important. Moi, ça m'est arrivé, justement, un entraîneur qui me dit attention, parce que je veux pas qu'on ait une vision négative. Moi, j'ai pris un plaisir incroyable. J'ai adoré toutes mes années de circuit. Mais il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles. J'ai toujours eu énormément d'envie, énormément de plaisir à jouer. Mais des moments, cette envie, on peut la perdre un petit peu. Un entraîneur qui m'avait dit Arnaud, comment est-ce que tu as envie de jouer? Mais quel plaisir, voilà, donc pour que tu prennes le plus de plaisir possible. Et là, il sentait que c'était le moment, c'était pas le moment forcément d'être avec ses qualités tennistiques et physiques le plus performant dans l'absolu, c'était de dire, là, il a besoin de prendre du plaisir, donc il faut qu'il retrouve ça en priorité à 100%, quoi. Et donc, voilà, il y a eu certaines modifications qui étaient ponctuelles et légères au final, pas eu de transformation au niveau des tactiques, mais c'est hyper important de prendre du plaisir à jouer. On peut jouer pour beaucoup de joueurs quand même, tous les joueurs sont de plus en plus complets aujourd'hui, de toute manière, on peut jouer de plein de manières différentes. On peut être à l'attaque, on peut essayer de faire rater, on peut être entre les deux, on peut s'amuser à changer de tactique, essayer de faire déjouer l'adversaire, enfin un million de choses, on peut en parler pendant des heures, mais voilà, il faut prendre du plaisir là-dedans, quel que soit en tout cas le choix qui est fait. Par rapport au fait de travailler ses points forts, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut aussi travailler les points faibles, parce qu'aujourd'hui on peut absolument plus se permettre dans le tennis d'avoir un point faible. D'ailleurs, on parle quasiment plus de points faibles. Moi qui suis souvent aux commentaires, on voit il y a plus de points faibles chez la plupart des joueurs. Il y a des coups un peu moins forts. Les notions justement tactiques, elles sont plus fines encore aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire quand vous avez un joueur qui a un coup droit un petit peu moins bon que son revers, si à un moment donné vous faites que jouer sur son coup droit, ça lui posera plus de problème au bout d'un moment. Donc c'est utiliser à un moment de le donner, ce coup un petit peu plus faible qui va être souvent révélé d'ailleurs dans les moments de tension plus importante plutôt qu'à d'autres moments. Donc ouais, il faut bien évidemment travailler ces points forts qui vont nous permettre de nous exprimer sur le terrain du mieux possible, mais aujourd'hui vous pouvez plus vous permettre d'avoir un coup vraiment moins fort parce que tout le monde va s'engouffrer dans la brèche, et là le plaisir vous allez vite le perdre, parce que votre jeu vous n'allez plus pouvoir l'exprimer à partir du moment où la faiblesse nette a été identifiée chez l'adversaire. Et Léo en parlait en début d'émission, nos joueurs français sont beaux, mais qu'est-ce qui leur manque vraiment pour accéder à cette élite, au top 5 mondial, au top 3, gagner des grands chelems? Est-ce qu'il n'y a pas de recette magique, j'imagine, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui?
C'est tellement difficile de répondre à ça. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est ce petit détail qui fait la différence entre le 10e mondial et le numéro 1 ou 2 ou 3? Il y a la place pour de la chance à ce niveau-là. C'est pas une question de chance. Je sais pas. J'ai du mal à les répondre. Moi, je pense qu'on ne crée pas un numéro 1 mondial, en fait. Voilà. Je pense qu'on peut amener beaucoup de joueurs à un très bon niveau. On a quand même... Parce que en fait, nous, on a toujours une analyse assez particulière en France. Déjà, on a une analyse qui est très masculine des performances des Français et des Françaises. Et quand on dit on n'a pas gagné, ça, parce qu'on l'entend tout le temps, on n'a pas gagné Roland-Garros depuis Yannick Noah, on a oublié que Marie Pierce avait gagné, que Marion Bartoli avait gagné Wimbledon, que Amélie Mauresmo avait gagné 2 grands chelems et avait été numéro 1 mondial. Ça, on oublie. On parle vraiment, on fait des analyses exclusivement masculines, ce qui est un peu problématique. Et quand on regarde aussi ce qu'on a fait chez les garçons, le noble de top 10, de top 5 aussi, qu'on a su placer. Mais oui, en effet, il nous a manqué à chaque fois 1 ou 2 marches pour aller chercher un grand chelem. Alors, aux yeux du grand public, on a un nombre de licenciés beaucoup plus important que la Suisse ou encore que l'Espagne. Ils se demandent finalement qu'est-ce qui manque. Pourtant, il y a du monde, il y a des joueurs. C'est à la formation, je sais pas. Je pense pas qu'on crée ces joueurs-là. Quand vous prenez la Belgique à un moment donné avec Justine Hénin, Kim Clijsters, ça n'a rien à voir. On peut pas comparer justement les moyens de la fédération de Belgique avec les moyens de la France, en termes de licenciés non plus. La Serbie, numéro 1 mondial, l'Espagne bien sûr. Alors l'Espagne c'est un pays de tennis, mais c'est pas les mêmes moyens que nous. Donc c'est pas que ça, que l'argent, le financement. À un moment donné, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens. C'est de l'inné. Qui ont des choses en plus que les autres. Et oui, je pense qu'il y a une part d'inné. Alors, le contexte dans lequel on grandit, dans lequel on évolue, joue forcément, mais je pense que ça ne fait pas tout. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier, quand on regarde les grands champions, on prend des Rafa, des Roger, des Djoko, c'est des mecs qui ont tous une histoire très particulière et c'est des champions extraordinaires. On parle de très très grands champions. On parle de Rafa qui physiquement, c'est je pense le joueur qui a le plus de mental de tous les temps et de physique en même temps. Roger qui est une histoire folle, qui s'énervait tout le temps et du jour au lendemain qui a plus dit un mot sur le terrain, qui joue un tennis, et encore aujourd'hui on peut dire que c'est un des plus beaux jeux du circuit de l'histoire du tennis. Et un Djoko qui mentalement a 38 ans, 39 ans. Non, mais à côté on voit un Dominic Thiem qui remporte des grands chelems, un Marin Cilic, c'est pas un grand chelem. C'est les mecs qui restent dans la durée. Nous on l'a pas eu, c'est vrai qu'on l'a pas eu. Mais c'est vrai que les mecs qui restent dans la durée, ces grands champions là, ils ont un truc en plus et ça je pense que c'est de l'inné. Après, pour nuancer un petit peu mon propos, je pense que si, en France, dès le plus jeune âge, on éduquait plus sur cette partie mentale, de connaissance de soi pour développer et aller plus loin, je pense que ça pourrait être intéressant. On n'a pas vu beaucoup de joueurs français faire des déclarations sur le mental, par exemple. Quand je redis Alcaraz qui disait justement que sans sa psychologue du sport, il n'en serait pas là aujourd'hui. On est un petit peu loin de ce genre de déclaration chez les joueurs français. Iga Swiatek qui voyage avec son préparateur. Exactement, qui est tout le temps avec. Donc je pense que, je sais pas si c'est une recette miracle, mais je pense qu'on aurait tort de s'en priver, d'avoir cet accompagnement-là mental dès le plus jeune âge qui pourrait aider. Encore une fois, le mental, c'est pour aider le sportif. C'est pas juste dire, parle-moi, je vais être ton psy et ça va être un peu cette relation-là. Non, c'est pour t'aider, d'avoir des cartouches en plus. T'as ton coach, c'est bien, mais tu peux avoir une aide supplémentaire sur l'aspect mental. Tu es encore très proche du milieu du tennis, Arnaud. Est-ce que ce milieu mental-là, cette approche mentale, cet accompagnement mental, tu sens un vrai développement là sur ces dernières années ? Oui, vraiment. Non, mais c'est ce que dit Léo en fait. C'est que je pense que c'est plus difficile quand vous avez 22 ans, 25 ans, que vous êtes sur le circuit. À un moment donné, vous identifiez un petit blocage, une faiblesse et vous dites « Ok, je vais travailler dessus ». Bon, il faut que je trouve la bonne personne. Et là, vous y connaissez absolument rien. Et ce qui est hyper important, c'est dès le plus jeune âge, à un moment donné, qu'on réussisse à intégrer des notions. Alors, la préparation mentale, tu vas en parler beaucoup mieux que moi, mais il y a plein de choses dedans. Ça veut quelque part un petit peu tout et rien dire. Ouais. Aussi, certains vont parler de yoga, de visualisation. Vous pouvez parler de relaxation. Vous pouvez parler d'hypnose aussi. D'hypnose, voilà, je cherchais. D'hypnose qui a été utilisée, ça a été visible chez certains, et même chez un joueur français. Donc, il y a plein de techniques différentes. Il faut trouver laquelle va marcher, à quel moment. Mais ça, voilà, c'est à intégrer dès le début. Et je pense que c'est ce qui est fait dans la plupart des ligues aujourd'hui en France. Dès 8, 9, 10 ans, je crois. Hop, une petite notion, une petite discussion pour que le travail mental soit exactement mis au même niveau, quelque part. Ça prend moins de temps quand même, que le travail tennistique et le travail physique. Ok, on travaille sur 3 plans. Nous, on ne travaille pas sur 2 plans, on travaille sur 3 plans de manière régulière pendant toute sa carrière. Et ça, on commence à peine à le faire. C'est vrai que moi, par exemple, pour prendre mon cas, quand je travaille avec un sportif, je commence systématiquement par définir qui il est. Tout à l'heure, on parlait de la connaissance de soi sur le terrain, mais pour moi, d'abord, c'est hyper important de le connaître, le sportif, et de voir s'il se connaît en dehors du terrain. Quelles sont ses qualités ?
quels sont ses axes d'amélioration, et on va pouvoir bosser là-dessus sur la suite. Et ça, je pense que c'est hyper important pour définir où est-ce qu'on veut aller. Ce taf, c'est ce que Arnaud a fait dans sa carrière, mais tout seul finalement. De se dire, ok, ou avec son coach en tout cas, mais quelles sont mes qualités, ok, c'est le physique, je vais miser là-dessus, je vais faire ça. Et il l'a découvert en fait sur le tas directement tout seul. Si on peut accompagner les jeunes dès le début à savoir ça, pour savoir où est-ce qu'ils vont s'orienter, où est-ce qu'ils trouvent leur notion de plaisir, où est-ce qu'ils peuvent atteindre leurs limites aussi, c'est important, pour savoir, ok, moi, j'ai ces qualités-là, je suis capable de faire ça. Ça, j'en suis moins capable. Je sais que si j'arrive à ce côté-là, je serai plus limitant. Mais c'est de la connaissance de soi. Et ça rebondit un petit peu sur ce que dit Patrick Moratoglou. Je connais mes aptitudes physiques, je connais mes qualités, et je vais jouer avec. Par exemple, toi Arnaud, je pense pas que tu arrives sur un match et tu dis, mon objectif c'est de mettre 15 aces par set. Non, ça m'est pas arrivé. Voilà. Mais parce que tu sais que ta qualité première, c'est le physique, je sais que je vais m'arracher, et je sais que physiquement, si je suis prêt, comme tu as dit tout à l'heure, si je suis prêt physiquement, je serai prêt sur le match. Dans une déclaration, tu disais que la clé ne trouve plus la serrure. Tu parlais d'une retraite possible à 32 ans. C'est moi qui dis ça? Ouais. Ah oui, ok. Ouais. À part s'il y a un autre Arnaud Clément qui fait du tennis et qui était 10e mondial. Du coup, tu disais ça et finalement, tu disais que tu te posais un peu de questions et que tu avais finalement continué le tennis. Je sais pas si tu t'en rappelles du coup, mais comment tu as trouvé cette motivation de continuer quand à 32 ans, tu te poses des questions sur une possible retraite ou pas? J'ai plus le contexte, je devais être descendu au classement. Non, alors, je sais plus exactement. Quand j'avais 32 ans, moi j'ai arrêté un peu après 34 ans. Mais oui, ça arrive de se poser des questions quand on a été à un certain niveau, quand on l'est plus, quand on est physiquement à un moment donné au même niveau, ce qui engendre qu'on ne peut pas s'entraîner de la même manière. Enfin, voilà, c'est assez logiquement, le niveau de jeu baisse dans ce contexte. Mais non, je pense que j'ai réussi, parce que je me suis régalé, comme je le disais tout à l'heure, sur ma dernière année, alors que j'étais plutôt entre la 100e et la 150e place, que je jouais pas forcément toutes les semaines les plus grands tournois du monde, mais que je jouais aussi des challengers ou des qualifications. Challenger, c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est les tournois... Ouais, c'est un peu le j'aime pas ça, je suis directeur d'un challenger, d'un gros challenger, mais je peux dire que c'est le tournoi de tour secondaire, mais c'est plus facile à comprendre quand on le dit comme ça. Donc ouais, c'est peut-être qu'on en arrive aussi à 32 ans, on sait qu'on est sur ces dernières années et que le temps reste limité. Donc je me suis vraiment régalé à ce moment-là. Mais voilà, il peut y avoir à 32 ans aussi un moment de saturation plus difficile où j'ai pu faire ce type de déclaration, mais qui pas, en tout cas... révélatrice de ce que j'ai pu vivre en tout cas pendant mes 15 ans de carrière. Quand on parle de motivation, pour ceux qui nous écoutent, il existe deux grands types de motivation. Et la motivation intrinsèque, ça va être celle qui nous concerne nous, ça va être par exemple sa capacité à relever des défis, à se challenger, à se satisfaire soi-même, et il va avoir la motivation extrinsèque qui va être plus portée sur le regard des autres, sur sa famille, sur son équipe, sur les médias. Et il y a des sportifs qui vont jouer par exemple qu'avec de la motivation extrinsèque, ça veut dire qu'ils veulent bien faire. Moi je joue parce que je veux que les gens pensent que je joue bien, que je gagne des matchs. D'autres qui vont être que sur l'intrinsèque. L'idée c'est de trouver le juste milieu, l'équilibre. Et voilà, pour définir un peu ce qu'est la motivation, il y a vraiment ces deux facettes-là. Je voulais revenir sur un dernier point. Tout à l'heure, on parlait de connaître ses qualités. Il faut savoir aussi que le tennis, c'est un sport individuel. Même si on s'entraîne avec des coachs au quotidien, quand on est sur le terrain, on est tout seul. Notamment quand on fait des matchs de 6 heures. Pendant 6 heures, on est tout seul sur le terrain avec soi-même. Bon, là, pas sur 6 heures, mais sur un match de 1h30. Est-ce que vous savez combien de temps il y a de jeu effectif en moyenne? On va être à 12 minutes. Ouais, moi je dis 3/4 d'heure pour. Non, beaucoup moins. On est à 10 minutes, effectivement. Donc sur 1h30, on joue 10 minutes. Tout le reste du temps, c'est du temps où on est tout seul, où on réfléchit, et surtout où on est vraiment seul, encore une fois. C'est des temps où si on se connaît nous-mêmes, et si on connaît nos capacités, on peut orienter notre discours. Tout à l'heure, on parlait de discours interne avec Djokovic. C'est à ce moment-là, en fait, que tout le temps, on a des messages qui arrivent dans la tête, et il ne faut pas oublier que nos actions partent d'un message envoyé par le cerveau. Donc plus on va conditionner le cerveau par la connaissance de soi et par ce qu'on va faire, plus nos actions auront du lien et du sens dans notre match ou dans notre compétition. Il est bon, hein. Il est bon le petit Léo. Il est bon, hein. Sur l'après-carrière, tu es aujourd'hui consultant, tu as été consultant chez France Télé, chez Eurosport aujourd'hui, tu te plais dans ce milieu-là? Alors moi j'adore le tennis toujours, alors, j'adore jouer, j'adore être au contact avec le circuit, commenter les matchs, voir l'évolution du tennis, l'arrivée des nouveaux joueurs, j'adore. Donc ouais, j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui, j'ai de la chance. Et Arthur Fils, qui est un petit peu l'étoile montante du tennis français, t'en penses quoi? Est-ce qu'on tient notre nouveau champion ou il va falloir encore un petit peu attendre? Mais en fait, un joueur qui est déjà dans les 40 meilleurs joueurs du monde, c'est déjà un champion. Après, ça dépend ce qu'on dit. Mais bien sûr, il a un énorme potentiel, il ne va pas s'arrêter là. Je serais très surpris qu'il n'intègre pas un jour les 10 meilleurs joueurs du monde. Après, les dernières marches, c'est tellement difficile pour aller gagner un grand chelem, pour aller chercher la place de numéro 1 mondial. Il n'y en a qu'une.
Alors, elle change, donc bon, c'est pas une pendant 10 ans. On peut pas dire où aujourd'hui, je trouve que lui, c'est sûr, il va y aller. Moi, je les ai vus, en fait. Je suis dans une position où j'ai vu tous les Djokovic, Federer, Nadal. Je les ai vus tous arriver. Je suis quelques années de plus, donc j'ai vu leur construction. Moi, je suis la première victoire de Novak Djokovic sur le circuit. Il se qualifie au tournoi de Bucarest. Il a 17 ans, j'en ai 10 de plus. Je l'ai joué. Je me dis, bon, il n'y a rien de particulier. Il est accrocheur, c'est bien, c'est solide, mais c'est un petit peu léger. Il a 17 ans, vous pouvez pas vous imaginer ça. Vous voyez Federer, vous dites, il y a quelque chose, mais il avait une attitude tellement particulière, très, et ça partait dans tous les sens, qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas imaginer la carrière qu'il allait avoir non plus, même si le talent, il était plus visible. Rafa, c'est encore autre chose, quoi. Après, bon, ce qu'il a réussi avec ses 14 Roland-Garros, c'est inimaginable, quoi. Mais puis, je me rappelle, on était, alors ça date, vous avez un public jeune, je pense, mais ça va pas forcément leur parler. Mais Lleyton Hewitt, il a Australien, il a 16 ans. Nous, on est avec Seb, on s'entraîne en tournoi d'Adélaïde. Sébastien Grosjean, j'imagine. Sébastien Grosjean, on est juste en dehors des 100 premiers. On est juste en dehors du tableau, on doit gérer les qualifications. Et puis, on s'entraîne à côté d'un jeune joueur qui s'appelle Hewitt. Et puis, je regarde lui comment il joue. Il a wildcard dans le tableau. Parce qu'il a donc 16 ans, il est originaire d'Adélaïde. Et donc, ils lui ont donné une invitation. Mais regarde, ça avance pas ce qu'il fait. Franchement, et nous on est en dehors du tableau, il regarde lui et il va jouer le tableau final. Il a gagné le tournoi, à 16 ans il a été numéro 1 mondial. Donc vous voyez pas en fait à un moment donné quand vous voyez, mais vous voyez aussi la carrière qu'il a pu avoir, le mental incroyable, extraordinaire. Pour moi c'est les deux seuls joueurs aujourd'hui que j'ai vu évoluer à ce niveau-là avec Rafael Nadal, c'est être capable de jouer tous les points comme si c'était le dernier, quoi. Comme s'ils jouaient leur vie. Bien sûr, Novak Djokovic, il n'est pas très loin de ça non plus, et certains autres, mais à ce niveau-là, c'est les deux seuls que j'ai vus. Donc ça, je pense, par contre, très clairement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas apprendre, quoi. Cette force mentale, vous pouvez développer, mais cette force mentale à pousser à ce niveau-là, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, quoi. Tout à l'heure, tu disais aussi que toi, avec du recul, tu aurais peut-être potentiellement apprécié d'avoir un accompagnement mental. Il y a ce petit truc marrant, c'est Berrettini qui, après l'Open d'Australie, après une victoire au 3e tour en 2021, il me semble, qui déclare, donc à 26 ans, il déclare j'ai découvert que ma plus grande arme, c'était pas mon revers, ni mon coup droit, ni mon service, c'est mon mental. Il déclare ça à 26 ans. C'est bien, c'est peut-être un petit peu tard. Pour ça que tout à l'heure aussi, on parlait de la formation et c'est bien d'en prendre conscience dès le début. Et là, tu parles encore de Hewitt où tu dis cette force mentale qu'il avait, c'était quelque chose que tu as peu vu ailleurs. Et en fait, il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est que le mental, ça ne doit pas faire peur. Au contraire, on doit l'assumer et montrer que, ok, mentalement, on peut être présent. Et que, imaginons, parfois, il y a des personnes qui vont être timides et qui vont dire, ouais, moi, le mental, je sais pas trop, c'est perso, j'ai pas trop envie de le montrer. Au contraire, si c'est ton truc à toi, c'est, ok, t'es timide, c'est ta partie mentale à toi. Et je pense qu'il faut juste assumer cette partie-là. Et plus on va la pousser, plus on va la montrer, plus on va l'assumer, plus on aura des facilités à que tout le reste puisse suivre derrière. C'est juste, regarde, tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que moi, c'est une question souvent qu'on me pose. On me dit, le plus important, c'est la tête, c'est le mental le plus important. Et moi, je peux pas dire oui, mais je peux pas dire non, en fait. Pour moi, tout est tellement lié. Ouais. Je veux dire, vous pouvez pas avoir confiance en vous si vous n'êtes pas suffisamment bien préparé, si physiquement vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas travaillé votre service qui est votre point faible et vous le savez, vous pouvez pas arriver sur le terrain avec un état d'esprit hyper conquérant, genre je suis invincible, je vais gagner, parce que vous le savez quelque part tout ça, vous l'avez intégré. Donc c'est pour ça que pour moi tout est lié. Le mental va vous permettre aussi d'avoir une envie supérieure aux autres, d'avoir envie d'aller chercher la chose de plus, d'être encore meilleur, de devenir un meilleur joueur, de battre ceux que vous n'arrivez pas à battre encore pour le moment, d'amener votre tennis, d'amener votre physique à un niveau qui est encore supérieur. Donc pour moi, c'est ça qu'on ne peut pas répondre à cette question. Je te rejoins, évidemment, tout est lié. Si on déconstruit une pensée, par exemple, on va avoir un sportif, on va travailler, comme je dis au début, sur les qualités. Quelles sont tes qualités ? Il va dire, par exemple, moi, ma qualité, c'est mon revers. Ok, pour faire un revers, comment tu dois faire pour te sentir bien ? Je sais que physiquement, pour faire mon revers, si je suis bien, mon revers, il va être bien. Ok, donc parce que physiquement tu vas être bien, tu vas bien sentir le revers, donc mentalement tu vas aussi être bien. Et c'est un petit peu ton histoire à toi, Arnaud, c'est que physiquement, tu sais, quand tu étais bien physiquement, mentalement souvent ça suivait. Parce que tu connaissais ce dont tu étais capable, tu connaissais tes qualités, et en les mettant en place, forcément tout est lié. Et évidemment, on dit souvent cette phrase, un esprit sain dans un corps sain. Si on se sent bien, ça c'est beau ça. Merci Baptiste. Si on se sent bien, la tête va suivre. Et pour moi, c'est pas juste de dire l'un ou l'autre, c'est un tout. Pour avoir le mental, il faut que tout le reste puisse suivre, donc se connaître parfaitement. On va passer au jeu Tal Mental. Et toi, tu fais quoi pour ta prépa ? Arnaud, est-ce que tu mets quelque chose en place au quotidien, une petite routine peut-être pour forger ce mental dont tu nous as parlé ?
À l'époque, aujourd'hui? Non, aujourd'hui, là. Ah, aujourd'hui, non, c'est plutôt calme, quoi. Après, peut-être que inconsciemment, je me sers de certaines choses, sans doute. Je pense que t'en fais. On fait tous des routines, non, pas forcément en conscience. Est-ce qu'il y a des petits tips que tu fais avant d'aller commenter? Non, quelque chose que je peux utiliser dans des situations que je connais, même des situations que je connais un petit peu moins, c'est lieu d'imaginer, de visualiser un petit peu les choses qui vont se passer comme ça. J'arrive quelque part déjà conditionné en ayant préparé mon cerveau à ce qui va arriver. Et ça sans préparateur mental. Ça veut dire qu'encore une fois, on peut bosser le mental sans préparateur mental. Ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en préparation mentale. Et encore une fois, je pense que tu t'es pas mal développé dans ta carrière là-dessus, tout seul finalement, en autonomie. Et la preuve. Qu'est-ce que ça aurait été, Arnaud, si tu avais été accompagné? On ne sait pas. Léo, toi, qu'est-ce que tu mets en place? En ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup d'interviews, d'expériences de grands sportifs qui racontent leur vécu, et je trouve ça hyper enrichissant en fait d'avoir plein d'expériences. Et je pense que plus les sportifs, merci Arnaud d'être là aujourd'hui, plus les sportifs vont parler et témoigner de leur expérience, plus ça fera avancer les choses, parce qu'on va se dire mais en fait si Arnaud Clément le dit, peut-être que c'est vrai, peut-être que si cette personne là elle raconte ça, ça veut dire que c'est possible. Je parle aussi de Tony Parker, j'ai vu une interview récemment de lui, ultra intéressante, je pense que j'y reviendrai plus tard, mais beaucoup de l'écoute, et c'est cool qu'il y ait ce mouvement de témoignages de sportifs, d'expériences, qui permettent d'avoir de plus en plus d'informations et d'éléments pour travailler sur ce développement. D'ailleurs, cette vidéo de Tony Parker, c'est avec David Laroche, l'émission qui s'appelle Paradoxe, qui interviewe des grands sportifs, souvent qui ont fini leur carrière pour parler un petit peu de ce qu'ils ont. C'est la concurrence, non? On est amis, ils font avancer le mouvement, donc on les aime bien. Et en fait, Tony Parker raconte qu'à l'époque, il y avait un match, et en fait, il voyait Kobe Bryant qui, parfois, il ratait plein de paniers d'affilée, mais que ça l'empêchait pas d'être hyper performant et hyper bon, il allait toujours mettre ceux d'après. Et il allait le voir, il lui a dit mais comment tu fais pour avoir 10 échecs d'affilée, et pourtant après tu vas nous faire une perf de fou sur le 4e quart-temps et tu vas mettre plein de paniers d'affilée. Et Kobe Bryant il lui dit imagine que tu as un ordinateur et tu appuies sur le bouton delete. Et il lui veut dire supprimer, effacer. Tu lui dis t'as un ordinateur et tu fais ça. Tony Parker il dit ça m'a changé la vie. Et ça peut paraître simple comme ça comme conseil, mais il y a aussi la manière que c'est Kobe Bryant qui lui dit. Si c'est Baptiste qui lui aurait dit, raconte Baptiste, je ne sais pas si ça aurait le même impact. Non, mais c'est complètement vrai. Moi, on regarde à un moment donné des grands matchs des plus grands joueurs, et puis il va faire une attaque de coup droit, il va rater. Le coup d'après, il va faire une attaque de coup droit, il va rater. Et puis 2 points après, par contre, ça sera le point le plus important, la balle de break à sauver. Il sera exactement dans la même situation. Il va pas retenir, il va tenter exactement le même coup, sauf que celui-ci, il va le mettre. Donc ça, c'est cette capacité qu'ils ont tous, là, vraiment, tous ceux qui sont allés gagner des grands chelems, à mettre ça en place. Et en effet, je pense qu'ils ont, même s'ils ont raté, ils doutent pas de la réussite du coup d'après. Et c'est une force que tout le monde peut pas avoir non plus, je pense. C'est exactement ça. Ce qu'a réussi à faire Kobe Bryant avec Tony Parker, c'est qu'il a réussi à lui faire intégrer. Parce que le dire, c'est une chose, c'est comme dire au tennis, je vais pas m'énerver aujourd'hui, facile à dire, mais pour l'intégrer, c'est différent. Et ce qui est important, c'est que c'est Kobe Bryant qui lui dit, donc il y a la personne, et il y a également comment on véhicule le message. Si Arnaud, je te dis, t'énerve pas, ou si je t'explique pourquoi tu peux t'énerver et je mets des gestes et je mets des mouvements et je te regarde bien dans les yeux, peut-être que le message aura plus de chances de passer et que tu puisses l'intégrer. Donc il y a le message, mais également comment on véhicule ce message-là. Dernière question, Arnaud. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir dans notre podcast, dans notre prochain épisode? Ah non, mais je sais pas qui est passé déjà aussi. Donc en fait, c'est quelque part, le nom que je vais citer, ça va être votre défi, quoi. Ça peut être notre défi. Ouais. Tu peux nous lancer un petit défi pour voir si on a le mental. Il y a un témoignage intéressant. Il y en a beaucoup. Attendez. Qui tu aimerais entendre Fabrice Santoro, ça serait très intéressant. On lui remontrera la vidéo. Ah oui, très intéressant. Vous pouvez lui il sera un petit peu plus content là-dessus, quoi. C'est la fin de cet épisode de Talmental. Merci Arnaud Clément d'avoir répondu présent. Merci Léo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre des étoiles pour ceux qui nous écoutent. Et à la prochaine. Merci.